Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce CEJ dans ses Lel Chichi en partenariat avec Lil Mod, le Rouk Benogros. Et c'est la troisième rencontre en fait qu'on a avec toi, Jonathan, ce soir pour parler de Bereshit, de Torah et également d'écologie puisque tu es très impliqué dans tout le domaine de l'écologie. On a décidé de ce soir de faire quelque chose d'un peu différent, de pas forcément de partir d'un texte et de voir le lien direct entre la Torah et l'environnement et l'écologie, mais on a essayé d'ouvrir un débat, de poser des questions. Donc vous êtes bien sûr toutes et tous invités à, tout au cours de notre rencontre, d'écrire sur le chat vos réactions et vos réflexions. Première question pour commencer ce soir. On va parler d'actualité. On va parler bien sûr de la guerre du 7 octobre, de l'écologie, de la paix, de plein de choses qui nous préoccupent au jour le jour. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu nous présenter une des associations dans lesquelles tu es active, Greenpeace, depuis quand ça existe et peut-être Greenpeace Israël, quelles sont les valeurs du mouvement Greenpeace, comment il est né en quelques minutes pour comprendre les valeurs des associations qui portent à cœur justement l'écologie. Alors, je vais avec grand plaisir, je vais parler un petit peu de Greenpeace et je vais parler aussi peut-être de deux, trois autres associations assez rapidement. Les premiers mouvements de conservation dans le monde sont nés au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe siècle. Vous savez il existait une espèce en Amérique du Nord qui s'appelait le pigeon migrateur. C'est un pigeon qui faisait des migrations à l'intérieur du continent nord-américain. Et les observateurs à l'époque décrivaient ces pigeons dans comme ça, d'une manière très particulière. Ils disaient, on voyait passer au-dessus de nous des nuages formés de centaines de millions d'individus. Le ciel s'obscurcissait sur des kilomètres. Eh bien, ce fameux pigeon voyageur, un des sports favoris, c'était de descendre comme ça, donc de faire la chasse aux pigeons. Le dernier spécimen a disparu dans un zoo de Cincinnati en 1914. Ça s'appelait Marthe. Et donc, c'est un peu dans cette idée que sont nés les premiers mouvements de conservation, donc qui se concentraient sur la conservation de la nature. Euh, et puis, après la guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, je veux bien sûr parler, dans les années 50, sont nés les 50 et 60, sont nées les organisations plus dans la mouvance de ce qui va devenir finalement le mouvement vert. C'est également dans les années 50 qu'est née en Israël la Société pour la protection de la nature, qui est une organisation qui est plutôt liée, qui s'occupe plutôt de conservation, donc. Mais en même temps, après la Seconde Guerre mondiale, après l'effroi d'Hiroshima, il y a un texte majeur de littérature, de philosophie qui a été écrit, qui est Le principe de responsabilité d'Hans Jonas. Et je le cite, bien que énormément d'autres textes ont été écrits, mais ça a été un petit peu l'élément fondateur qui permet un peu de saisir un petit peu de beaucoup de choses de ce dont on va parler ce soir. L'effroi devant Hiroshima, c'est-à-dire l'effroi de la possibilité de la fin de la vie. Et Hiroshima comme un moment qui arrive à rassembler et qui arrive à saisir cette surpuissance humaine. Et cette surpuissance humaine, donc, c'est elle qui va donner lieu à la naissance de l'écologie politique, et dont tous les mouvements sont issus. Et donc, c'est des mouvements qui, d'une manière ou d'une autre, s'occupent également plus ou moins de paix contre l'énergie nucléaire, parce que ça vient de cette même idée de cet effroi devant la possibilité de l'homme de mettre fin à la vie. Et donc Greenpeace est un groupe de personnes d'Amérique du Nord, à l'époque du Vietnam, de la guerre du Vietnam, dans toute la mouvance du refus de la guerre du Vietnam, de cette guerre lointaine, etc., euh, qui un jour entendent que les États-Unis préparent un essai nucléaire secret dans les îles de Imchitka. Alors, je ne prononce certainement pas bien, on est en 1970-71. Et ils décident de faire quelque chose. Ils montent sur un bateau, un vieux rafio pourri. Ils arrivent à trouver un capitaine. Et puis il y a un journaliste qui se joint à eux. Et puis ce journaliste découvre ébahi cette bande de jeunes tout à fait passionnés qui décident d'aller jusqu'à cet atoll qui se trouve là-bas qui se trouve là-bas en Alaska. Et c'est comme ça qu'est née l'organisation Greenpeace, qui est devenue une organisation internationale
qui n'a pas réussi à éviter les essais nucléaires de Inchika, mais qui a permis à énormément de monde de prendre conscience de ces risques. Et ça a aussi mené la voie pour l'interdiction des essais nucléaires, au moins la limitation des essais nucléaires plus tard, souterrains et dans la mer, etc. Donc ça, c'était un peu l'idée. Et puis les valeurs de l'organisation sont naturellement nées d'ici, c'est-à-dire la protection de la vie, euh, lutter contre la prolifération nucléaire, et puis un terme qui a été plus ou moins vaguement employé, mais dans lequel l'organisation s'est pas vraiment concentrée, c'était promouvoir la paix. Voilà, ça c'était quelque chose de général, ça paraissait dans les Alors, statuts, mais ça n'a pas été... l'essentiel de l'action de cette organisation n'a pas porté là-dessus. Et puis après, il y a bien sûr beaucoup d'autres organisations. Jonathan, justement, là, on passe déjà On une touche, deuxième hein. étape. Donc, tu nous as dit un petit peu au niveau philosophique, à quel moment Hiroshima, c'est vraiment au niveau de la Toda, au niveau de la conscience, on a justement cette peur de la perte de vie humaine, mais de vie complètement de catastrophe écologique. Mais tu as employé justement un terme que peut-être pas tout le monde connaît, on essaie de reprendre les bases, mais en fait, il y a deux types, on pourrait dire deux types d'écologie. Il y a l'écologie en tant que science, qu'on pourrait appeler peut-être la sociologie de la nature, mais il y a également une écologie politique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différenciation de ces deux choses qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien le mouvement vert de l'intérieur, c'est justement, ça peut prêter à confusion ces deux notions qui, de l'extérieur, s'appellent toutes les deux l'écologie, mais en fait, qui sont deux branches, on pourrait dire, qui sont entremêlées d'un côté l'écologie en tant que science et de l'autre en tant que le côté politique. Oui, alors bien sûr, l'écologie, c'est d'abord une science qui est née, on va dire le terme écologie, ça vient de oikos, donc l'habitat, et logie, donc la science de l'habitat, donc la science de l'habitat du vivant. C'est un terme qui a été employé pour la première fois par un savant allemand 1884, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, tu l'as très bien dit, c'est la sociologie de la nature, c'est comprendre la relation entre les espèces, qu'est-ce qui fait que des espèces collaborent ou sont en compétition, qu'est-ce qui va faire qu'une espèce, tout à coup, elle va proliférer énormément et puis elle va disparaître, elle va se spécialiser dans différents milieux, différents habitats. Voilà, quand il avait observé les pinsons sur les îles Galapagos, si je ne m'abuse, Darwin faisait déjà de l'écologie. Euh, Après, il y a eu cette idée de dire oui, mais finalement, on fait de l'écologie, mais l'homme, c'est aussi une espèce vivante, donc pourquoi on ne pourrait pas appliquer les principes de l'écologie à l'homme? Ça serait intéressant. Donc, il y a une branche de la science de l'écologie qui s'occupait de l'écologie de l'homme. L'écologie de l'homme, c'est pas encore de l'écologie politique. L'écologie politique, finalement une manière de repenser le monde à l'aune de la crise écologique. C'est le fait de dire, OK, bon bah, parmi toutes ces espèces vivantes, il y en a une qui prend une prépondérance, une qui arrive à une capacité de menacer la vie. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent mal dans nos sociétés. Donc, finalement, l'écologie politique, d'une manière très large, c'est la pensée politique, une manière de penser la politique à l'aune de la crise écologique. C'est de dire, voilà, la crise écologique est tellement grave qu'elle nous force, que ça devient un principe directeur qui doit faire qu'on doit penser de cette manière la vie politique et un peu on doit refaire une philosophie politique à l'aune de cette crise sans précédent. Et c'est là qu'on sont nés tous les mouvements. Après, bon, il y a tout un tas on va dire, tout un tas de mouvances, et puis il y a bien sûr un tas d'influences, et ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, moi, si j'ai un peu compris, donc l'écologie politique, c'est plus la science de l'environnement, de l'écologie, mais c'est finalement l'homme face à la nature, et l'homme doit justement prendre ses responsabilités, et justement, dans ce souci de l'environnement, des mouvements vont naître pour que on fasse attention à prendre soin de la nature. Et donc, si on voudrait dire, le premier but des Verts, c'est de dire faites attention à la modernité, à la pollution, à toutes choses qui peuvent endommager la nature. Et c'est pour justement protéger l'environnement qu'on décide de partir en action politique, parce que c'est très bien des belles idées, mais il faut, au bout du compte, il faut que ces idées-là puissent arriver, que ce soit grâce à des aux ONG ou également face à des partis politiques. Mais Oui, en fait, absolument. Oui. voilà.
Donc ça, super, on est d'accord. Ça veut dire que j'ai commencé à Oui, comprendre. oui. Mais juste pour préciser Mhm. sur ce point-là, euh, il y a quand même quelque chose, quand je parlais tout à l'heure de l'écologie de l'homme, il y a quelque chose qui est resté et qui est resté très présent. Euh, quand j'ai écrit deux ouvrages sur le sujet, un petit qui a été publié en France il y a une dizaine d'années et un autre en hébreu. Et j'ai cherché une espèce de... cherche des formules un petit peu, on cherche des formules. Et finalement, je suis arrivé à cette idée que protéger la nature, c'est protéger la nature humaine. C'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé. D'ailleurs, j'ai retrouvé quasiment les mêmes mots chez Hans Jonas, donc ce philosophe que je citais tout à l'heure. Protéger la nature, c'est protéger la nature humaine. Ça veut dire que on constate que l'homme menace la nature, mais en menaçant la nature, il se menace aussi lui-même. Il menace aussi sa nature propre, la nature humaine. Et ça, des poètes et des penseurs au XIXe siècle ont constaté. Ça veut dire, ça a été l'industrialisation, notamment en Angleterre. Et ils ont dit, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir de ce moment-là, dans l'écologie politique, il va y avoir aussi au départ une tendance romantique. Une tendance romantique qui va dire, mais qu'est devenu cet homme? Qu'est devenu cet homme authentique? Et cette idée d'homme authentique va finalement après donner toutes sortes de théories et de réflexions aussi très intéressantes. Et d'autres qui sont un petit peu plus, on va dire, dans les choux. Et c'est à ce moment-là, donc à partir de cette réflexion, que se sont formées, on va dire, toutes les familles de l'écologie politique. Mais il y a une réflexion au départ, qui est une réflexion d'abord poétique et philosophique, qui existe déjà au XIXe siècle sur les effets de l'industrialisation. Tout ça, à partir d'Hiroshima à la suite, ça prendra une Ok. dizaine d'années, va s'organiser. Alors, on passe directement, on va dire, à l'actualité brûlante. On a commencé à mettre en place, il y a l'écologie en tant que science, l'écologie politique qui se développe, et il y a plusieurs développements, même dans ça, il y a des différentes catégories, différentes mouvances au sein de l'écologie politique. Mais aujourd'hui, quand on parle des Verts, euh, on le sait tous, on a cette idée, et c'est pas qu'une idée, euh, on sait bien que les Verts, par exemple en France, ont toujours eu des propos assez virulents contre Israël, d'idées d'antisionisme. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on retrouve dans les mouvements verts en France et j'imagine dans d'autres pays, tu dois mieux savoir que moi. Comment on arrive justement à ce glissement de terrain et à un petit peu diaboliser Israël ou le rendre coupable de beaucoup de choses, alors que finalement, et ça on en a parlé dans les deux premières rencontres, il ne faut pas l'oublier, finalement, protéger l'environnement, c'est quelque chose qui est complètement juif et tu nous l'as prouvé dans les deux premières rencontres. Dans Béréchit, le peuple juif a cette idée de responsabilité face à la nature. On en reparlera peut-être dans la suite de notre conversation. Mais finalement, il y a eu ce glissement. Comment on arrive au fait que dès que quelqu'un entend cette idée de vert, d'écologie, il arrive à quelque chose qu'on parle d'antisionisme et des propos assez durs contre Israël. Alors ça va être assez long à développer, donc soyez patient. Mais disons qu'au départ, voilà, donc pour essayer de reprendre le fil à partir de cette réflexion d'Hiroshima et de la menace sur la fin de la vie, les réflexions vont aller un peu de partout. Chacun finalement va réfléchir à l'aune de ses prémices et de ses modes de pensée. Et donc il va y avoir des tas de réflexions qui sont d'abord d'une très grande originalité et très intéressantes. L'écologie politique doit beaucoup notamment à Lévi-Strauss, à Claude Lévi-Strauss, à l'anthropologie. On va aller chercher chez les peuplades indigènes, on va aller chercher chez les hommes préhistoriques, on va aller chercher chez les primates, on va chercher toutes sortes de réponses à ce que je disais, à cette humanité, à cette nature humaine perdue. Et donc, partant de là, il y a déjà dans la pensée écologique, un des éléments qui se retrouve un peu partout à différentes concentrations, c'est l'élément de l'idéalisation, finalement, l'idéalisation de la simplicité, l'idéalisation de l'indigène, de l'idéalisation de toutes ces catégories humaines qui sont pas ou peu industrialisées. Donc, d'emblée, il y a une idéalisation de cela. Maintenant, la réflexion, elle se concentre, elle va chercher à résoudre des problèmes concrets. Donc, il y avait une école dans les années 50 et les années 60 qui disait que le cœur du problème, c'est toujours d'actualité, c'est la taille de la population humaine et que peu importe ce qu'on va faire, il faut diminuer la taille de la population humaine. Voilà, ça c'était une idée. Ensuite, il y a eu l'idée qui dit, bon, bah écoutez, il faut améliorer nos démocraties, il faut les rendre plus efficaces, faut faire un peu tout ça.
Donc, Et puis, Jonathan, je suis obligé de t'arrêter parce que j'avais déjà cette question et tu en parles. Je crois qu'aujourd'hui, on parle aussi de cette idée qu'il faudrait faire une décroissance. Je crois que c'est oui, un terme justement exactement. qui est relié avec l'idée que tu viens de d'énoncer. Comment nous, dans une optique juive, comment ça va cette idée? Puisque on l'a vu avec toi, la première injonction que l'Éternel dit à Adam, c'est pour vous, c'est justement, c'est se multiplier C'est la et peupler la croissance. terre. Oui. C'est justement, c'est faire croître. Est-ce Alors, que on pourrait trouver un... oui, 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 oui. Alors là, on va revenir aussi sur le film, mais c'est justement. Alors là, tu m'amènes, tu nous amènes sur un autre élément. Euh, En fin de compte, nous, quand on fait l'étude du texte et qu'on rentre à l'intérieur, on sait que le pourvu, que on va dire le commandement de croissance, il est balancé, il est équilibré avec un commandement de préservation, qui est le Ovda ou les Shambra. Que donc l'homme a deux pôles identitaires et qu'il doit trouver un moyen d'équilibrer ces deux pôles. Néanmoins, cette intervention était la bienvenue parce que euh, il y a une idée qui est une idée tenace et qui dans la réalité se retrouve. C'est-à-dire que finalement, cette idée d'équilibre qu'on retrouve chez beaucoup de penseurs juifs et qui est une idée quand même assez importante dans la philosophie juive, eh bien, dans l'éthique chrétienne, elle n'a pas été trop mise en avant. Ça a été plus, bah, c'est l'éthique de la croissance, et notamment dans le protestantisme et notamment dans le calvinisme, qui va donner au capitalisme. Donc, il y a cette idée que une idée au départ juive, enfin, une source au départ juive, a donné lieu au capitalisme, qui est la source de tous les maux par rapport à ces questions d'environnement. C'est là qu'intervient un troisième élément. Donc, je, je, je- en tout, je pense que on en avait parlé pour préparer cette rencontre, mais peut-être 8 ou 10 éléments comme ça que je pourrais nommer. Mais le premier élément, c'est vraiment lié à cette idéalisation, on va dire, de la personne qui n'est peu ou pas industrialisée. Le deuxième élément important, c'est de dire, eh bien, entre guillemets, les Juifs sont à l'origine du capitalisme, ou la Torah, tout ça, c'est à l'origine du capitalisme. Donc, c'est déjà un élément euh, comment dire, qui flirte avec l'antisémitisme, qui n'est pas nécessairement antisémite, mais qui flirte un petit peu. Et le troisième élément, qui va donner un effet de masse à tout ça, et qui est important, c'est l'effondrement des idées marxistes dans les années 70. C'est l'effondrement finalement de l'URSS. Staline est mort en 54, il est encensé pendant encore quelques années. Dans les années 60, sous Khrouchtchev, commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis dans les années Brejnev, c'est un petit peu l'effondrement de la pensée marxiste avec son besoin de renouveau. Et là, un certain nombre de penseurs vont prendre conscience de ce domaine de la menace écologique et puis ils vont aller fouiller dans Marx et ils vont redécouvrir des choses que Marx a dites donc, par rapport à la nature qui vont leur paraître intéressantes, qui sont effectivement intéressantes. Par exemple, Marx considère que Marx avait deux phases en fait. Il a eu une phase proche de la nature et puis il a une phase après industrielle, domination de la nature. Donc ils vont mettre de côté le Marx de la domination de la nature, ils vont reprendre le Marx avec la proximité de la nature, le Marx qui dit que bah, finalement exploiter les travailleurs ou exploiter la nature, c'est la même chose et c'est toujours, voilà, c'est toujours le crime de la classe dirigeante. Et donc il va se créer un éco-socialisme en fait. Et cette idée éco-socialiste va être très intéressante pour beaucoup de cercles qui sont issus de la famille du marxisme. Et il y en a d'autres. Il y a l'écologie sociale d'un syndicaliste américain juif comme Murray Bookchin, euh, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et donc tout ça, ça va venir ensemble. Et donc on a cette idée, qui est cette idée, on va dire, éco-socialiste, puissante, qui cherche finalement la source du mal eh bien, dans la classe exploitante et dans le capital. Il y a cette idée ancienne que l'éthique capitaliste est née finalement du judaïsme, et puis il y a cette idéalisation. Donc je crois que là, j'ai posé trois éléments qui, à mon avis, nous donnent un petit peu la recette. Néanmoins, ce qui est important de savoir, je pense que la plupart des gens ici ont entendu, par exemple, le nom de Corinne Lepage.
qui a été ministre de l'Environnement sous Édouard Balladur, et qui était une dirigeante du mouvement vert en France, je veux dire, en Israël, dans les années 80, 90, 2000. Brice Lalonde, on pourrait en citer comme ça quelques-uns, qui dans les années 2000, finalement, ont été marginalisés dans le mouvement vert. Donc, il y a eu dans des pays comme l'Allemagne, et puis la France plus tard, et puis l'Angleterre, et puis, mais pas dans tous les pays, il y a eu finalement une mainmise de cet écosocialisme. Pour le simplifier, je dis écosocialisme, hein, c'est en vérité beaucoup plus complexe au niveau des idées, mais il y a une mainmise sur l'ensemble du mouvement vert, et puis hein, aussi une mainmise politique sur les cadres. Donc voilà, donc tout ça, ça aboutit à une situation, ça aboutit à une situation assez malheureuse où globalement on s'occupe de moins en moins d'écologie, relativement. Et puis on s'occupe de plus en plus de politique identitaire, avec cette idée finalement qui reste, avec cette idée que bah, voilà, bah, Israël, bah, regardez, si on reprend les trois catégories, Israël, c'est finalement les Israéliens ultramodernes qui ont immigré de tas d'endroits euh, et puis qui combattent là-bas les Palestiniens, qui eux ont entre guillemets, ont des vrais caractères d'indigènes. Voilà, voilà. Ils ont moins subi la révolution industrielle. Israël vient au nom de la modernité face à envahir un territoire non moderne. Donc, il y a déjà quelque chose qu'on n'aime pas trop là-dessus. Ah, Et puis cette vision du judaïsme, et puis, bien sûr, et puis voilà, quoi. alors, Ça va jouer. ce que tu me disais justement, c'est que si j'essaye de comprendre, c'est qu'en fait, dans cette idée de sauvegarder, de protéger la nature, c'est d'arrêter de voir en l'homme celui qui exploite. C'est-à-dire que c'est celui qui exploite la nature, l'exploitant, face à celui qui est exploité. Et donc, en fait, c'est sur ce prisme-là qu'on va toujours voir ce dominant face au dominé. C'est donc l'homme Oui, qui domine la nature et qui l'écrase et qui l'exploite et qui lui fait mal. Et donc, en fait, c'est cette grille de lecture qui va donner lieu à fait qu'il faut faire attention que l'homme arrête de dominer la femme, que le blanc arrête de dominer les noirs, que les majorités dominent les minorités, que la modernité exactement. prend le pas et écrase justement ce que tu disais, quelque chose de la simplicité d'une certaine manière. Euh, et ça va créer, donc en fait, c'est un peu ce paradigme, c'est par ce paradigme qu'on va essayer de voir un peu l'ensemble du monde dominant, dominé, et selon ce Absolument. critère-là, d'essayer un peu de juger les différents événements politiques qui se sont. Absolument. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, enfin, surtout pour pas le louper, quoi, mais je reviens à Hans Jonas. Hans Jonas, qui était un philosophe juif allemand, qui a aussi enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem et puis aux États-Unis. Le livre qu'il a écrit, c'est le principe responsabilité. Donc, ce qu'il avait en tête, c'était pas la domination, mais c'était la responsabilité, qui est par excellence une idée juive. C'est un des piliers. Ça se retrouve aussi chez Lévinas. Ça se retrouve, voilà, c'est tellement important. Et malheureusement, cette idée de responsabilité a été battue en brèche par l'idée de domination et par l'idée de révolte contre la domination, contre les dominants plutôt que d'imposer une responsabilité qui en fait aurait été certes différenciée parce que la responsabilité, ce qui est bien dans la responsabilité par rapport à cette idée de domination est une idée qui favorise la division du monde et la polarisation. Alors que l'idée de responsabilité favorise l'union, puisque la responsabilité, finalement, tout le monde est responsable. Simplement, la responsabilité, elle découle du pouvoir que l'on a. Et donc, finalement, oui, quelqu'un qui a énormément de pouvoir va être énormément responsable. Quelqu'un qui a peu de pouvoir est peu responsable. Et là, on a un principe qui est, à mon avis, beaucoup plus équitable, entre guillemets, et qui aurait sans doute fait mieux le travail. Et qui pourra Ah, peut-être mieux le faire dans le futur. revenons un petit peu à la Torah avant de continuer Oui, avec Israël et le 7 octobre. Justement, tu as parlé du principe de l'Eovda ou les Shomra, que moi j'aurais peut-être expliqué comme l'Eovda d'une certaine manière, c'est la travailler, mais c'est la faire fleurir, la faire fructifier d'un côté cette terre. Et les Shomra, c'est justement la garder et la préserver. Donc ça, c'est quelque chose qui est dit dès le début de la création. D'un côté, la faire fructifier, la faire fleurir et la sauvegarder, la préserver. Et donc, dans cette idée, on a vraiment l'idée que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire on est responsable. C'est-à-dire que l'homme, en hébreu on dit Nézer Abria, celui qui a été créé en dernier,
Donc c'est lui qui, on a l'Éternel a créé l'ensemble de l'univers et à la fin, il y a le gardien. Voilà, tu as un jardin, on te donne les clés et sois celui qui est responsable justement de cette nature. Donc, ça, c'est une notion que moi, je vois, comme tu l'as bien dit, dans le livre de Béréchit et dans tout le long de la Bible, cette idée où l'homme est responsable de ce qui se passe autour de lui, de la nature et de façon générale, il y a cette notion de responsabilité. Mais je me pose la question, est-ce que dans le mouvement écologique politique, alors que nous, dans le judaïsme, on placerait l'homme au centre de la création et du fait qu'il est au centre de la création, il a ce devoir et cette responsabilité de garder le monde. Est-ce que dans l'écologie politique, est-ce que finalement, on n'aurait peut-être pas mis la nature et l'homme au même niveau, ou peut-être même inversé, et donner plus de place et plus d'importance à la nature, que ce soit végétale ou animale, et à dire que l'homme, finalement, il est peut-être en dessous de ça. C'est une, alors, c'est une réflexion, c'est une réflexion un peu complexe. Par exemple, voilà, un texte du Rambam sur lequel je suis tombé hier, qui parle dans le Guide des égarés, traite justement de cette idée qu'a l'homme qu'il est au centre et puis il la tourne en ridicule. Euh, D'abord, je pense que l'homme ne doit pas se poser la question de savoir est-ce qu'il est au centre, il n'est pas au centre, c'est Dieu, c'est ça, etc. Il doit se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont ses responsabilités? Quelle est sa vocation? La question de savoir s'il est au centre, pas au centre, pour moi, elle est pas intéressante parce qu'on pourra y répondre de toutes sortes de manières. Néanmoins, c'est vrai que ça a canalisé le débat. Ça a canalisé le débat et on a dit, bah voilà, on va catégoriser les choses en disant, il y a la vision anthropocentrique, telle qu'elle est exprimée dans la Bible notamment, et puis il y a la vision biocentrique qui va mettre la vie au centre, et écocentrique, on trouve toutes sortes de termes. Et tout cela, c'est un peu ridicule. Effectivement, une des tendances qui va se créer va être ce qu'on va dire l'écologie profonde. Et l'écologie profonde fonctionne essentiellement en retournant ce principe et cette idée d'homme qui est au centre et en insistant sur le fait de dire non, la vie est au centre et l'homme, c'est une parmi différentes espèces. C'est une idée qu'on retrouve aussi elle n'est pas aussi présente dans le judaïsme que l'idée de l'homme, de la centralité de l'homme, mais elle est aussi présente. Une invitation de l'homme un petit peu à la modestie, à comprendre qu'il ne connaît rien aux autres espèces, comment elles communiquent, qu'en fin de compte, c'est Dieu qui a créé tout ce monde-là et qui communique avec les uns et les autres tel qu'il l'entend. Donc, il y a aussi une place, on va dire, dans le judaïsme pour ça, mais ce que je constate surtout, c'est que alors que le judaïsme propose une vision des choses où il y a une certaine souplesse. Pas une souplesse dans l'action, parce que l'action finalement elle est fixée, mais une certaine souplesse dans le modèle de pensée, dans le mode de pensée. Au contraire, la pensée occidentale s'est cristallisée, elle s'est focalisée sur cette dichotomie. Et alors, à ce moment-là, il y a aussi un phénomène qui est un phénomène un peu de réparation et qu'on observe souvent. C'est-à-dire que, voilà, quand quelqu'un considère qu'autour de lui, je sais pas moi, une certaine idée n'est pas reconnue, eh bien, il va amener cette idée avec beaucoup de fracas, en faisant beaucoup de bruit, il va l'amener à son extrême. Et je pense que c'est un peu ce qu'on observe, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe et à toute cette vision qui est clairement, l'homme fonctionne sur un mode quand même assez clairement anthropocentrique plutôt quand même, on va dire, on s'est dit, bah voilà, on va prendre ça à l'extrême. Néanmoins, ça reste une tendance minoritaire, même dans l'écologie politique aujourd'hui, même dans les mouvements verts aujourd'hui, puisque finalement, la tendance qui est devenue dominante, qui est la tendance, on va dire, je le rappelle, un peu éco-socialiste, place de manière très claire l'homme au centre. C'est une idéologie qui, voilà. D'ailleurs, euh, euh, une des choses dans lesquelles ils pourront dire différemment, ils pourront dire qu'ils ne sont pas d'accord et tout ça, mais dans les faits, le fait de délaisser de plus en plus les thèmes d'environnement pour s'occuper de questions de genre, pour s'occuper de questions qui sont liées au droit de la famille, pour s'occuper de toutes les minorités humaines, et s'occuper moins de la nature montre que non, nous avons affaire à une vision
qui est une vision euh, complètement anthropocentrique, mais qui fonctionne en disant la chose suivante, en disant, bah, puisque le problème, c'est le problème de la domination, et que donc si on veut libérer la nature, entre guillemets, il faut briser chez l'homme cette tendance à la domination, et ben on va le briser pas en commençant par la nature, on va le briser en commençant par des choses voilà, dans lesquelles les gens vont avoir envie de se soulever, entre guillemets. Voilà. Sauf que, bon, bah, bien sûr, quand une minorité se révolte contre la majorité, eh bien, elle finit parfois par devenir elle-même une majorité qui opprime une nouvelle minorité. Donc, c'était quelque chose qui parfois, à mon avis, leur a échappé. Alors, on continue avec un autre thème de la Torah, c'est le thème de Baltachrit. Alors, pour ceux qui ont grandi dans des maisons, on va dire, pratiquantes, on a tous entendu nos parents nous dire Baltachrit, finis ton assiette, c'est pas bien de jeter, c'est pas écologique, ou c'est pas bien non plus, parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas de quoi manger et toi tu laisses. Mais en fait, ça vient pas du tout de là, cette idée de Baltachrit, ça vient d'une autre idée. Est-ce que tu veux nous donner un éclairage sur ce Baltachrit et qui est lié également avec l'actualité? Oh là là, alors oui, bien sûr. Euh, Baal Tachrit, donc dans le livre de Dvarim, du Deutéronome, le fameux discours de Moshe avant que les enfants d'Israël entrent sur la terre d'Israël, où il leur dit, bah, vous allez venir, vous allez rentrer dans la terre d'Israël, vous allez faire une guerre de conquête. Dans cette guerre de conquête, vous voudrez faire le siège d'une ville, et pour le siège de cette ville, vous allez avoir envie ou besoin d'utiliser toutes sortes de matériaux. N'utilisez pas les arbres fruitiers. S'il y a des arbres fruitiers qui sont là-bas, épargnez-les. Épargnez-les. Et seulement un arbre qui n'est pas fruitier, lui, vous pourrez l'utiliser pour, on va dire, pour construire des renforts autour de la ville ou tout ça. Et c'est une idée qui est une idée fascinante. Alors, d'abord, dans la halakha, ça va être énormément développé. Boucher une source, c'est Baal Tachrit. Bien sûr, détruire ou gaspiller de la nourriture, c'est Baal Tachrit. Mais de manière générale, c'est pas seulement les arbres fruitiers, mais c'est toute chose qui pourra. Un arbre fruitier, ça veut dire, c'est un peu, ça a été pris un peu dans la halakha comme le symbole de quelque chose qui porte un fruit, donc qui va avoir une utilité pour l'homme. Et donc ça, faut l'épargner. Et donc c'est une idée qui est une idée très porteuse au niveau de l'environnement. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que ça nous est donné dans le cadre d'une guerre. Et alors là, il y a des tas de réflexions à avoir là-dessus. Notamment, alors, plusieurs grilles de lecture pour ça. Première grille de lecture, c'est de dire, puisque même dans une guerre qui est une situation humaine extrême, on nous ordonne de préserver la nature, c'est-à-dire ses arbres et tout ça, eh bien, comme on dit en hébreu, kal vachomer, d'autant Ah, plus dans des situations normales de la vie, c'est quelque chose qu'on doit faire. Première idée de Baltachri. Deuxième idée, c'est une idée, on va dire qu'on pourrait reprendre à partir d'un philosophe français, Michel Serres, qui avait écrit la philosophe des sciences, que je conseille autant pour son accent méridional extraordinaire que pour la profondeur et l'accessibilité de ses réflexions qui avait écrit un livre qui s'appelle La guerre mondiale, où il expliquait l'idée que ce que fait l'homme à la nature et à lui-même à travers l'exploitation de la nature, c'est une sorte de guerre. Alors peut-être qu'on a aussi cette idée dans Baltachrit, mais je crois qu'il y a une idée, et là elle se lie quand même beaucoup plus à l'actualité, eh bien c'est l'idée de dire eh bien, que quand l'homme fait la guerre, il voit plus rien. Donc quand l'homme fait la guerre, il voit plus rien et il commence à prendre à droite et à gauche tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Il voit plus que la guerre, la victoire, il est complètement pris comme dans un tunnel. Et donc là, on nous met en garde en prenant les arbres comme des témoins muets de ce drame qui est en train de se jouer, en disant, hey, tu fais la guerre, mais connecte-toi à la réalité. C'est-à-dire, sois connecté en même temps à la guerre, sois connecté en même temps au monde après. Donc c'est un thème très riche qui traite à la fois de l'écologie, de la paix, de la guerre et de tout ça, quoi. alors, justement, on parle de cette guerre. Ça fait plus de 1 an et 3 mois maintenant qu'on est en guerre en Israël sur plusieurs fronts. Toi, faisant partie du mouvement donc, écologique et tu travailles dans ça et tu t'investis beaucoup dans la cause pour l'environnement, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la réaction au niveau des associations que tu côtoies? Alors bon, bien sûr, la guerre, quand on est dans un mouvement écologique, on pense tout de suite qu'il y a quelque chose de mal. On a parlé tout à l'heure de Hiroshima, un désastre écologique pour l'environnement, mais il y a aussi des notions et des sujets d'antisionisme, d'antisémitisme, de population. Quelle a été la réaction dans ces premières semaines, peut-être dans ces premiers mois,
au niveau des associations écologiques au niveau mondial. Oui. Alors, juste avant de passer au niveau mondial, je veux dire qu'en Israël, bon, bien sûr, un Greenpeace comme ailleurs, on a été beaucoup plus que choqués. On était chacun personnellement très affectés. Et il y a eu un instinct de dire, bah, on va voir ce qu'on peut faire pour aider qui on peut, pour aider qui on peut aider. Elle est fermée. Et puis, et une seconde. C'est terrible, ça. On va voir ce qu'on peut aider. Donc, on a beaucoup travaillé avec les réfugiés du nord, du sud, qui ont été, qui ont fui leur maison à la frontière nord et puis à côté de Gaza, qu'on a retrouvé dans les hôtels un petit peu partout dans le pays avec cette volonté de les aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on a été énormément là-dessus et toutes les organisations, on a fait aussi des collaborations avec d'autres organisations en Israël. Donc ça, c'était en Israël, donc un élan de solidarité du mouvement vert complètement. Après, je le rappelle pour une petite histoire comme ça, mais c'est très intéressant. Mais il y a des organisations qui sont plus liées, qui vont aller travailler avec l'armée pour aller sur les lieux qui sont proches des zones de combat, notamment dans le nord où il y avait énormément d'incendies suite au bombardement du Hezbollah, énormément de ça. Et eux, ils disaient, bah, écoutez, collaborez à l'armée, amenez-nous, laissez-nous entrer dans tel et tel endroit, on va essayer de sauver des animaux. Parce qu'il y a des animaux qui n'arrivent pas à s'enfuir, hein, des tortues, et des animaux qui sont assez lents. Donc il y a eu énormément de travail qui a été fait là-dessus, dans des conditions qui sont souvent impossibles. Je Euh, t'arrête, je t'arrête avant que tu continues. Il y a eu oui. un écho médiatique sur ça, sur des associations qui sont parties dans le Nord essayer de sauver des forêts, des espèces, ou ça s'est fait, mais pas. Oui, en Israël, oui. En Israël, Il y a il y eu a eu un un. petit écho médiatique, oui. Mais bon, alors, écho médiatique à notre époque, c'est très difficile. On a vu de Ok, manière générale, il s'est passé même au niveau climatique cette année, il s'est passé des choses quand même assez désastreuses. Et on le voit en Israël, on a perdu, on va dire 80% de notre couverture médiatique, on l'a perdu cette année parce que, voilà, parce qu'il s'est passé des choses tellement ok. dramatiques et tellement douloureuses que, bon, On même parle nous, que quoi, je des veux otages dire. et que de la guerre, tout le reste, peu importe, quoi. Voilà, c'est les otages, la guerre, puis bon, il va rester un petit peu pour ses idées La autour du politique. gouvernement, etc. Ok. Voilà, donc c'est vraiment difficile. Alors au niveau mondial, c'est là que finalement que cette tendance, c'est là que cette tendance, elle va commencer elle va commencer à travailler et qu'on va voir finalement, on va dire comme ça, je vais être un petit peu acide, hein, mais le, le, le massacre du 7 octobre a commencé donc, le 7 octobre à 6h29. D'accord? À 6h30, on était déjà coupable. À 6h30, Israël était déjà coupable. Voilà, j'exagère un petit peu. Euh, alors, j'ai constaté plusieurs choses. Je parle du mouvement vert dans son ensemble. Je ne parle pas spécialement de Greenpeace. On va dire qui est quand même relativement en meilleure position que beaucoup d'organisations que j'ai vues. Euh, beaucoup d'organisations, de coalitions d'organisations qui s'occupent du climat et tout ça, qui voulaient faire une déclaration et qu'on emmené cette déclaration à Greenpeace. Et finalement, Greenpeace ne s'est pas associé à ça. Et voilà, donc j'ai essayé de jouer un rôle là-dessus. Euh, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement, pour moi, fascinantes. Alors, je dis fascinantes parce que je n'ai pas trop envie d'employer les mots que j'ai employés au début ou on va dire, de vous faire participer aux émotions que je ressentais au début parce que c'était pas du tout marrant. Euh, une empathie absolument sélective. Alors ça, assez intéressant, mais une incapacité totale à voir la souffrance des Israéliens, même le 7 octobre. C'est cette fameuse phrase, on va dire, que vous avez, je pense qu'une grande partie de vous, vous avez entendu ça, Antonio Guterres, le 8 octobre, a osé dire, a eu l'indécence de dire que le 7 octobre, il faut le comprendre dans un contexte. Voilà. Et alors, et ça, c'est absolument, c'est incroyable parce que, et ça, on l'a retrouvé aussi dans le mouvement vert, un petit peu. Il y a un contexte. Très vite, il y a un contexte. Alors, tout a un contexte. Tout s'explique. Tout, on va dire, dans tout, on peut peser le pour et le contre et qu'est-ce qui a mené à ça et le partage des responsabilités comment ça s'est fait. Mais le fait de venir et de poser aussi vite en disant il y a un contexte ou alors en gros vous êtes responsable, vous l'avez bien cherché, euh, ça c'est un premier élément, donc une absence totale d'empathie.
Et c'est un élément qui flirte totalement. Pour moi, c'est totalement. Pour moi, d'amener aussi vite, sans respecter le deuil minimal de quelques jours, de se remettre de cet effroi, de cette chose effroyable qui s'est passée. Pour moi, c'est clairement. Pour moi, il y a quelque chose qui rentre dans le cadre de l'antisémitisme de manière générale, très clairement. Ouais, Le deuxième élément que j'ai constaté, mais ça, c'est un problème plus général, c'est l'élément de la désinformation. Euh, Alors là, il faut quand même dire quelque chose, mais l'ensemble de l'humanité est, on va dire, l'objectivité, c'est pas la denrée la mieux partagée au monde, et généralement, chacun puise à certaines sources et pas à d'autres sources, donc c'est difficile d'avoir une image assez totale. Depuis la guerre, j'ai eu l'occasion quand même de suivre des médias en hébreu, en français, en anglais, certains plutôt conservateurs, d'autres plutôt libéraux, ce qui me permet de... Et à chaque fois, c'est intéressant de constater qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on oublie. Et c'est essentiellement, voilà, ça, c'est deux mécanismes essentiels que j'ai constatés et que j'ai constaté également dans le mouvement vert, et qui se sont occupés de ça. C'est premièrement une absence d'empathie et puis deuxièmement, pas spécialement transformer les faits, mais plutôt couper les faits à la taille qu'on veut, c'est-à-dire voilà donc raconter des moitiés de vérité. Voilà, raconter une histoire dans laquelle il manque trois, quatre éléments, par exemple. Par exemple, le fait de dire que dans un hôpital à Gaza, il y a eu tant de morts et puis qu'il y a des malades qui sont morts, c'est quelque chose que je nie pas. C'est pas que ni je nie, ni je le nie, ni je le nie pas, mais je pense qu'a priori, c'est des choses qui se sont certainement passées. Euh, Ne pas expliquer ce que les soldats israéliens sont venus y faire laisse à penser que les soldats israéliens, tout à coup, ils se sont dit, bah, on va se faire des malades. Après tout, c'est plus facile à terroriser que des personnes bien portantes. Donc, il y a toute une idée à travers ce choix qui a orienté ça. Et puis après, donc ça, c'est des éléments qui se sont retrouvés, on va dire, un peu dans l'ensemble du mouvement des tendances progressistes à travers le monde, qu'on a retrouvé sur les campus des universités. Et là, je pense que je n'invente rien. Simplement, ça s'est retrouvé aussi dans les mouvements écologistes, dans ces côtés-là. Euh, Ce qu'il y a eu en plus, ça a été les aspects énergétiques et essayer de voir un petit peu comment on pouvait prendre, entre guillemets, fait et cause pour les Palestiniens dans cette situation. Et là, donc, alors, c'était assez surprenant, mais c'était absolument bon, quand même. Vous savez que cette année, en 2024, on a passé le seuil de plus de 1, la température moyenne de 2024 était de plus de 1,5 degré au-dessus de la température pré-industrielle. Le monde fait face à une crise climatique sans précédent. Et donc là, c'est embêtant parce que on s'occupe plus de la crise climatique, on s'occupe de la guerre entre Israël et les Palestiniens, et puis bon, on parle plus du tout d'écologie, donc quand même, c'est assez embêtant. Donc il faut quand même qu'on trouve quelque chose qui est lié à l'écologie. Et là, on a trouvé toutes sortes de questions, de choses, de sujets ésotériques. Je suis tombé sur des conspirations, parfois reprises par des personnes quand même avec une certaine autorité, comme quoi Israël avait déclenché tout ça. Alors, c'est pas très clair ce que c'est tout ça, parce que c'est octobre quand même. Mais donc, vous voyez qu'on est clairement dans une idée de conspiration parce qu'il y a au large de Gaza des ressources de gaz et qu'en fait Israël a déclenché tout ça pour prendre, on va dire, pour annexer Gaza et pour en fait arriver à ces ressources de gaz. Et ça, c'est fascinant, c'est absolument fascinant. D'abord parce que c'est factuellement complètement faux. Alors oui, il y a au large de Gaza une réservoir de gaz qui est pas grand, on va dire, il y a le grand réservoir en Israël, il fait 700 BCM, 700 milliards de mètres cubes. Le réservoir de Gaza, il fait 25 à 30. C'est un réservoir moyen. Et alors surtout, Israël avait accepté, le gouvernement Netanyahou, il y a 1 ou 2 ans, il y a 2 ans maintenant, avait accepté que les Palestiniens, y compris le Hamas, exploitent ce gaz.
Là, ça pose toute une question différente. Ça nous entraînerait au loin sur, entre guillemets, les relations du gouvernement israélien sous les Netanyahou avec le Hamas. C'était tout on va dire, tout un programme dont on ne s'occupera pas ce soir. Mais voilà, mais ça montre à quel point cette thèse est complètement détachée de la réalité. Alors là, c'est encore une fois, elle permet de se rattacher un peu à ce modèle du juif voilà, qui va c'est l'argent, on va dire, c'est cette idée d'argent, et c'est pour avoir de l'argent, et c'est pour ça qu'on a fait ça, et, on, et voilà, donc ça parfait un peu le discours. Et donc ça flirte quand même pas mal avec l'antisémitisme un peu de partout, et puis ça a donné lieu donc à voilà, un petit peu à toutes sortes de manifestations, qui ont fait beaucoup de bruit, beaucoup de mal, qui ont beaucoup affecté mes collègues. Mais quand il s'agissait d'aider, y compris d'aider des Palestiniens sur le terrain en leur disant, bah, écoutez, aide humanitaire, voilà, très souvent, il n'y avait personne. Bah, pour faire des beaux discours, ça, mais voilà. Donc c'est un petit peu une espèce d'ouverture qui permet de penser que, voilà, que à la fois, finalement, sortir avec la conclusion que il faut faire plus d'écologie et moins de politique, et il faut faire plus d'action et moins de parlotte. Voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu ma conclusion de cette Ok, année. ok, Jonathan. On va encore deux ou trois questions rapidement pour terminer. J'aimerais rester sur le thème un petit peu de ce dilemme, de ces défis depuis le 7 octobre. Et une question peut-être un peu plus personnelle par rapport à toi. Est-ce que tu as eu des échanges difficiles avec des collègues ou avec des collègues ou avec des gens que tu connais ou des dilemmes intérieurs à toi-même et que tu voudrais nous en faire part Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, d'abord, par rapport aux collègues, alors effectivement, généralement, ce que j'ai fait, c'est que des personnes que je connaissais ou parfois que je ne connaissais pas, mais à qui je pouvais avoir accès, quand ces personnes émettaient des propos, on va dire, qui me choquaient un petit peu, généralement, je les ai contactés et on a eu un échange, parfois, pas toujours, un échange face à face. Et dans tous les cas, l'échange face à face a permis beaucoup de calmer les choses, a permis de rentrer de l'humanité, de rentrer de l'empathie. Donc ça a été une conclusion importante. Et donc j'ai encouragé mes collègues. Je leur ai dit, vous ne lisez pas ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, ne lisez pas, enfin, autant que je peux maîtriser ça avec des shadows. Mais par contre, si vous avez l'occasion de parler face à face, parlez face à face. Même si c'est pour entendre une opinion qui ne va pas vous faire plaisir, parler face à face, et ça a souvent été très instructif. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait rentrer l'humanité, on pouvait rentrer tout ça. Après, le dilemme, c'est un dilemme, on va dire, il y a un dilemme plus général qui n'est pas vraiment soluble. Mais disons que finalement, la guerre, peu importe qui la déclenche, et peu importe, la guerre au-delà d'être une catastrophe humaine, c'est également une catastrophe écologique. Et donc, on ne saura jamais comment une organisation de protection de l'environnement, qu'est-ce qu'elle doit faire en temps de guerre, entre guillemets. Elle sera toujours un peu inutile, un peu ésotérique, un petit peu tout ça. Et, euh, et moi, ça m'a amené à deux réflexions. D'abord, la première, c'est de continuer tout le temps à travailler pour le monde de demain. Tout le temps à travailler en se disant, bah, c'est quoi le monde dans lequel on va revenir? Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Donc, c'est sur cette vision-là. Et puis, deuxièmement, face à face à un tel remue-ménage, à tellement d'émotions, à tellement de polarisation, alors que parallèlement, dans la réalité physique concrète, de la biologie, de ce qui se passe sur notre Terre, sur notre Terre, ça va pas très très bien. Ça m'a amené à la conclusion qu'il fallait plus de réflexion éthique, qu'il fallait revenir à des choses plus fondamentales. Et donc, ça m'a d'autant plus convaincu du bien fondé de ce que je fais depuis des années en parallèle de Greenpeace par rapport au judaïsme et à l'environnement, et d'approfondir cette réaction et cette réflexion et d'y réfléchir plus profondément, parce que voilà, c'est avec des fondements éthiques différents que le monde euh, finalement sera différent. Ok, merci Jonathan. On va finir par une dernière question parce que Chaim nous l'a posée et j'aimerais quand même donner les défis, les défis écologiques.
peut-être que la deuxième question pour on a Jonathan dans des prochaines rencontres, mais est-ce que tu pourrais me donner comme ça les deux, trois grands défis importants, pas au niveau global, mais que Israël a aujourd'hui dans les 10, 15 années à venir, à ton avis, puisque tu es en Israël, c'est ton Oui. job, quoi. D'accord, d'accord, avec grand plaisir. Alors, les défis en Israël, alors, d'abord, j'ai eu l'occasion de le dire dans une de nos premières, une précédente rencontre, Israël est un endroit avec une richesse de nature Grande richesse. extraordinaire. Voilà, donc plus de 500 millions d'oiseaux migrateurs par an. C'est un des grands passages d'oiseaux migrateurs avec le Panama, un nombre d'espèces qui est équivalent à celui de la France sur un territoire 20 fois plus petit. Voilà, donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Maintenant, Israël est un pays extrêmement dense. Donc c'est ça le premier défi. Le premier défi, c'est la densité. C'est un défi qui existe dans plusieurs endroits du monde, mais il est particulier à Israël, c'est cette énorme densité. Dans le Negev, on est à 100 personnes par kilomètre carré. Et le Negev est relativement désert, entre guillemets. Mais dans tout le centre du pays, on est autour de 1000 à 2000 personnes au kilomètre carré. Et dans le nord, on est à 350. Donc ça, cette densité crée une pression énorme sur la nature, sur les valeurs naturelles. Ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est, on va dire le même défi qu'il y a partout dans le monde, c'est que voilà, Israël se réchauffe. On s'est réchauffé de 1,5 degré depuis des années 1950, 1940. Et ça empire, donc il y a un assèchement du pays. Et par rapport à ça, il y a différentes menaces. Notamment, alors, je vous donne quelque chose qui est pas du tout anecdotique, mais les forêts qui ont été plantées par le KKL, 240 millions d'arbres depuis les années 40, depuis la fin des années 40, ce sont des conifères qui viennent d'Ukraine. Donc pour l'instant, ils survivent plus ou moins bien, mais avec encore plus de chaleur et de sécheresse, eh bien, ça va être difficile. Donc, on a ça. Et j'ajouterais, alors, bon, ça, on est actif sur des tas de domaines, mais il y a énormément d'endroits en Israël qui sont la proie, je ne sais pas si je m'exprime correctement, qui sont la proie de compagnies pétrolières qui veulent faire de la recherche du pétrole. Alors, c'est déjà un pays très dense, on a déjà pas mal d'humains. Alors si en plus, dans ce qui reste, on va chercher, on transforme en champ pétrolier, on va être très très mal. Voilà, je rappelle qu'Israël a la réserve de corail, le récif de corail le plus au nord du monde entier. Et ce récif de corail a une résilience particulière. Il est résistant à la chaleur relativement. Il est épargné beaucoup plus que la barrière du corail, par exemple, d'Australie. Malheureusement, suite aux accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, il y a un projet de transformer Eilat en port pétrolier qui accueillerait le pétrole des Émiratis, qui le ferait transiter dans un très très vieux pipeline dans le Negev et qui aussi transformerait Ashkelon en port pétrolier encore plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, ça, ce sont des catastrophes qui ne doivent pas avoir lieu. On a un pays merveilleux qu'on doit préserver pour nous et pour nos futures générations et pour nos Allez, enfants. je finis quand même une dernière question pour finir de façon optimiste. Dans ces débats justement que tu as eu après 7 octobre avec des gens qui avaient des propos antisionistes, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a des arguments que tu as dit et que tu as vu que ça a fait réfléchir les gens qui étaient anti-israéliens, des choses des arguments qui ont plus de valeur, qui ont plus de poids, à ton avis? Euh, d'accord, d'accord. C'est ça. Alors, Une lueur je, d'espoir je, pour terminer. oui, 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 une heure d'espoir pour terminer. Alors, 2 heures d'espoir. Et ça, on va dire, c'est un petit peu ce que je prends de ces rencontres et de cette année. Euh, Premièrement, ne pas chercher à arguer contre et à répondre. Il y a des schémas de pensée qui disent ça s'est passé parce que cette pensée compulsive. Donc, ne pas chercher à répondre aux gens à ce qu'ils disent, ne pas chercher à leur répondre, pas du tout. Simplement chercher à partager son expérience de la manière la plus humaine possible. Ça, c'est la première chose. Et j'ai eu dans cette expérience des lueurs d'espoir. J'ai vu des gens qui souriaient, j'ai vu de la compassion qui était absente avant. Donc j'ai vu tout ça. Donc ça c'est la première. C'est amener l'humanité sur ce terrain. C'est une réponse plus forte que toutes sortes d'arguments. Et la deuxième chose qui, à mon avis, est essentielle,
qui se situe là au niveau, c'est de montrer notamment, euh, c'est de parler de la relation historique des Juifs à Israël. Voilà, et c'est ça qui nous différencie par exemple des Canadiens qui sont arrivés au Canada, des Néo-Zélandais qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande et qui chacun ont pris la place de peuplades qui étaient là. C'est que oui, bah, des Juifs sont venus de différents endroits du monde et puis il y avait effectivement ici des Arabes palestiniens, mais les Juifs les Juifs ont été aussi sur la terre d'Israël de longue date, et d'amener cet aspect historique est quelque chose qui, à mon avis, permet plus qu'autre autre chose de sortir euh, de ces manières un peu bloquées de dire, bon, voilà, c'est les dominants, les dominés, et qui permet un peu de voir les choses dans un peu plus de complexité. Voilà, ça ne nous donnera pas raison sur tout. De toute façon, on n'a pas raison sur tout. Mais ça amène de la complexité. Je pense qu'amener de la complexité et de l'humanité, c'est ça vraiment qu'il faut de nos jours. Et puis voilà. Donc là, je suis par rapport à ça encouragé. Peut-être pas optimiste, mais encouragé. Merci beaucoup, un grand merci Jonathan, c'était passionnant. Je rappelle que tu es diplômé de sciences politiques, donc c'est pour ça qu'on a parlé aussi de politique, d'écologie politique, et que tu es directeur de Greenpeace Israël. Vraiment passionnant, on a hâte. Je ne sais pas si tu te rappelles dans quelle date on se retrouve, si c'est dans 1 ou 2 semaines, mais en tous les cas, on vous fera savoir grâce au CEJ, grâce à l'INMOD, pour les prochaines rencontres. Alors, on se retrouve dans 3 ou 4 semaines. Je ne me Ok. souviens plus de la date, mais c'est en février et c'est une rencontre autour du Shabbat. Et on va voir à quel point Ah. le Shabbat contribue à un monde écologique d'une manière beaucoup plus profonde que le simple fait de ne pas travailler un jour sur 7, qui est une idée révolutionnaire, notamment pour notre manière de penser la relation à l'environnement et à la planète. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Merci Shalom à toutes et à beaucoup. Shabbat tous, et Shalom. à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.